Bien, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300 pour intervenir. Vous le savez, nous allons parler des fameuses OQTF, ces obligations de quitter le territoire français. Nous en avons, enfin, pas moi particulièrement, mais ça a occupé l'actualité depuis 8 jours. Maintenant, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles ça a occupé l'actualité. Parlons des OQTF, obligations de quitter le territoire français. Pourquoi la plupart de ces OQTF ne sont pas exécutés? Comment les faire exécuter? Faut-il multiplier la construction de centres de rétention? Ces questions et bien d'autres questions vont être abordées pendant une heure avec nos invités. Vanessa Hedberg, avocate spécialisée dans le droit des étrangers. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Andy Kerbrat, qui est député LFI de Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Et Patrick Stefanini, qui est membre des Républicains, conseiller départemental des Yvelines. Bonjour. Bonjour Patrick Stefanini. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, j'ai une question toute simple à vous poser. Qu'est-ce qu'une OQTF? Je me tourne vers vous, Vanessa Hedberg, parce que j'ai tout entendu depuis 8 jours sur les OQTF. Tout, le contraire de tout, jamais de définition exacte. Qu'est-ce qu'une OQTF? Alors, une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, c'est une décision administrative prise par le préfet, donc par arrêté préfectoral précisément, et qui peut faire l'objet d'un recours, soit hiérarchique, soit contentieux, soit devant le tribunal administratif. Alors, ça concerne qui? Alors, ça concerne les étrangers en situation irrégulière. Donc, ils peuvent se trouver dans différentes situations. La première situation, ils ont été en situation irrégulière. Par exemple, ils avaient un titre de séjour qui n'a pas été renouvelé. Ou bien, ils n'ont jamais été éligibles à un titre de séjour. Ou bien, malheureusement, leur situation a évolué. Une infraction a été commise ou autre et ils ne sont plus éligibles. Alors, est-ce que ça concerne uniquement des étrangers en situation irrégulière qui ont commis un crime ou un délit? Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Déjà, c'est la première distinction que je souhaitais faire, parce que j'ai eu l'impression, en entendant les uns et les autres, que ça ne concernait... Oui. Alors, laissez-moi vous apporter une précision très importante. Il existe deux sortes d'OQTF. Oui. Les OQTF avec délai, qui sont basés sur la base d'un départ volontaire, où l'étranger doit prendre ses dispositions pour pouvoir entrer dans son pays. Il existe aussi les OQTF sans délai, où dans les 48 heures, l'étranger doit partir, doit prendre ses dispositions pour partir, et il n'a que 48 heures, nous avons que 48 heures pour saisir le tribunal administratif et faire un recours. Donc ce délai est infiniment court, et effectivement, pour ce genre d'OQTF, avec un délai très court de 48 heures, elles sont prononcées quand il y a un risque de fuite ou bien une menace à l'ordre public. Patrick Stefanini, vous vouliez réagir? Compléter. Oui, je veux compléter et resituer dans le contexte. L'OQTF, c'est une création juridique qui remonte à 2006. Donc à l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Oui. Et ça a été modifié ensuite en 2011, puis en 2016. Oui. Et c'est, comme l'a très justement dit Maître Hedberg, c'est la mesure qu'un préfet peut prendre pour sanctionner le séjour irrégulier d'un étranger. Oui. C'est l'OQTF. Autrefois, il existait les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, etc. etc. Oui. On a simplifié tout ça en 2006 en créant l'OQTF. Et en 2016, alors l'OQTF, vous l'avez compris, concerne pour l'essentiel des étrangers qui sont en situation irrégulière et qui n'ont pas commis, à côté de... je rappelle que le séjour irrégulier n'est plus un délit en France, depuis des années. Ils n'ont pas commis de délit, a fortiori de crime, mais simplement ils sont en situation irrégulière. Ça, c'est l'immense majorité des étrangers qui peuvent être frappés par une OQTF. C'est le cas, pour l'instant de ce qu'on sait, c'est le cas de Dabia, la fameuse, entre guillemets, cette jeune femme qui est soupçonnée d'avoir exécuté, je dis le mot, la petite Lola. Alors simplement, en 2016, on a modifié le texte pour permettre également de faire entrer dans le champ d'application des OQTF des étrangers qui représentent une menace pour l'ordre public. Voilà. Alors qu'avant, il y avait une division très claire en droit administratif. Il y avait l'éloignement du territoire des étrangers en situation irrégulière par une OQTF. Et il y avait l'expulsion qui concernait les étrangers qui représentaient une menace grave pour l'ordre public. Là, on a fait un peu un système hybride et l'OQTF peut concerner un étranger qui présente une menace pour l'ordre public. Qui présente une menace pour l'ordre public. Alors, la deuxième précision que je voudrais apporter, c'est que
le délai d'un mois qui est laissé à l'étranger pour quitter le territoire, ça résulte d'une directive européenne qu'on appelle la directive Retour, qui a été adoptée en 2008 et qui a posé ce principe que partout en Europe, lorsqu'on interpelle un étranger en situation irrégulière, sauf exception, je vais revenir sur l'exception, on lui laisse 1 mois pour quitter le territoire. D'accord. Et je considère pour ma part que cette directive Retour est aujourd'hui le principal obstacle à la bonne exécution des OQTF. Bon. Quand vous laissez 1 mois à un étranger pour quitter de lui-même le territoire de l'Union européenne, honnêtement, vous faites preuve d'angélisme. Bien, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le futur projet de loi immigration, si j'ai bien compris, le ministre de l'Intérieur Darmanin voudrait ramener à 15 jours le délai pendant lequel un étranger peut quitter lui-même le territoire. C'est ce qu'il a ramené à 15 jours. C'est ce qu'il a annoncé dans son interview au Figaro. Exactement. Et je me permets de dire que je pense que ça va dans la bonne direction. Oui. Pourquoi 15 jours d'ailleurs? Pourquoi pas 8 jours? Bon, alors, aujourd'hui, peut-être que toutes ces explications que vous venez de donner nous permettent de mieux comprendre pourquoi beaucoup d'OQTF ne sont pas exécutés en France. Il y a d'autres raisons, et notamment l'accueil des pays d'origine de ces étrangers, qui bien souvent ne veulent pas les reprendre. Qu'est-ce que vous vouliez dire de votre côté, handicap? Moi, je voulais quand même rajouter sur le côté, on a 18% des OQTF qui sont cassés par les tribunaux administratifs pour vice de procédure, pour défense des personnes, en effet. Et la plupart des OQTF sont contestés dans ce pays. C'est aussi là où il faut ramener le débat un peu sur ailleurs que le simple chiffre. Une OQTF contestée, normalement c'est un délai de 4 mois. En réalité, vu l'engorgement des tribunaux, on est plutôt sur des délais de 9 mois. Si pendant 1 an, la personne est soumise à une OQTF, mais au bout d'1 an, son OQTF est levé, on est sur des chiffres statistiques qui sont mis en avant, instrumentalisés, il faut quand même dire ce qui est, mais qui n'ont pas de réalité pratique. Moi, je prends un exemple. On a une instrumentalisation en ce moment particulière, sur laquelle je n'ai pas envie de revenir particulièrement, de par la volonté des familles, de la famille. Oui. Mais moi, en circonscription, ce que j'ai, car en circonscription, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir pour des dossiers qui sont liés à des demandes de droit d'asile, qui sont liés à des titres de séjour ou des situations en OQTF. Et j'ai un exemple très particulier d'un jeune poète qui est arrivé à ses 15 ans, Falmarès, qui a fait l'objet, alors qu'il était intégré, qu'il a fait un parcours d'études, qu'il a été renommé et publié chez Gallimard, qui à 18 ans, par décision un peu automatique de la préfecture parce qu'il était guinéen, a été soumis à une OQTF qui a été levée par la discrétion du préfet. Parce qu'il y a eu mobilisation. Et cette OQTF, on l'a vu avec l'histoire aussi de l'apprenti de Stéphane Rabaclet. En réalité, la plupart de ces OQTF ne concernent pas un délit, un problème de voie publique ou de désordre. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème des OQTF, parce qu'effectivement, le débat a porté généralement sur les OQTF. C'est tout le problème. Il y a les étrangers en situation irrégulière qui ont commis des crimes et délits, et il y a les autres. Alors on va garder, les étrangers qui ont commis crimes et délits. Aujourd'hui, je suis un étranger en situation irrégulière, j'ai commis un crime et délit, je suis sous le coup d'une OQTF, évidemment. Pourquoi n'est-elle pas exécutée ? Patrick Stefanini. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on manque de places de rétention. C'est-à-dire que si je suis pareil. Non, je voudrais citer mais attendez, je vais vous dire. Je suis étranger en situation irrégulière, j'ai commis un crime ou délit, je vais automatiquement en centre de rétention. C'est la logique. Pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, donc l'OQTF... Je vais en centre de rétention. Vous pouvez en effet aller en centre de rétention, et comme l'a rappelé très justement Maître Hedberg, une des exceptions au délai de 30 jours laissé à l'étranger pour exécuter de lui-même l'OQTF, c'est l'hypothèse où il présente un risque de fuite ou une menace pour l'ordre public. Mais là, je prends l'exemple. Et donc, l'étranger qui a commis un crime ou un délit, à l'évidence, il représente une menace pour l'ordre public. Donc, on peut le priver de ce délai de 30 jours. Mais là, il va en centre de rétention avant qu'on puisse l'expulser. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, il va en centre de rétention s'il y a une place en centre de rétention. Non, mais ça, on est bien d'accord. Alors, attendez.
la rétention, quand même, les centres de rétention en France, ils ont une efficience de seulement 42,5%. Parce qu'on a en effet cette histoire avec les retours et les pays qui refusent de récupérer. On a augmenté d'ailleurs les délais de rétention depuis les années 2000. On est maintenant à 90 jours. Et à la fin, il n'y a pas d'efficience. Bon, attendez, on va revenir sur les centres de rétention. Mais sur ce point précis, parce qu'il faut être clair, c'est très compliqué, je me mets à la place de l'auditeur toujours, vous savez, toujours, c'est important. Aujourd'hui, un étranger à situation irrégulière qui commet un crime et délit se retrouve donc en centre de rétention. Parce, on est bien d'accord. Enfin, Pas du tout, il peut tout à fait ne pas être en centre de rétention et pour plusieurs raisons. Il peut être, s'il a été condamné à une peine de prison, il peut être en prison. Et à la sortie de prison, effectivement, parfois c'est le préfet qui l'attend pour le reconduire à la frontière. Ça arrive, mais dans très peu de cas. Moi, j'expliquerai la raison pour laquelle l'étranger qui a commis un crime ou un délit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas reconduit, éloigné. C'est pour des raisons procédurales, tout simplement. La procédure est bien trop lourde. Il suffit. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais ça a aussi été la construction du socle des droits de l'homme que nous avons aujourd'hui. Comment transiger sur ça? Alors, qui se retrouve aujourd'hui en centre de rétention? Ceux qui n'ont pas de chance, j'ai envie de dire. Et malheureusement, il n'y a pas de règles. Comment ceux qui n'ont pas de chance? C'est de la faute à pas de chance. Non, mais dans le sens où il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de personnes qui sont en centre de rétention, qui ont commis un crime ou un délit, qu'une personne qui est juste en situation irrégulière, parfois même un étudiant qui n'a pas eu de changement de statut et qui n'a pas trouvé de travail, donc il se retrouve en situation irrégulière. On distinguera le crime du délit. On est bien d'accord. On distinguera le crime du délit. Je ne rejoins pas sur ce point parce que je n'aime pas les raisonnements en induction. Voilà. Prendre un cas particulier pour en tirer une règle générale. Être poète, malheureusement, ça ne permet pas d'être éligible à un titre de séjour. Tout à fait. Oui. Non, c'était l'individualisation, en fait. Et ça ramène ensuite l'individualisation du titre et de la durée. Nous, on propose le titre de 10 ans. Donc la première difficulté pour exécuter les OQTF, c'est qu'on n'a pas assez de place en centre de rétention. Moi, vous voyez, vous avez rappelé que j'étais conseiller départemental dans les Yvelines, sur le canton de Bonnières. Il y a 15 jours, j'ai été invité par les gendarmes à visiter la brigade de gendarmerie de Bonnières. Je la connaissais, mais ils voulaient me la faire visiter plus en détail. Et ils m'ont parlé de leur affaire du jour. Ils avaient interpellé le matin même un étranger en situation irrégulière qui faisait l'objet d'une OQTF. Eh bien, ils n'avaient pas pu l'exécuter, puisqu'ils se sont renseignés, il n'y avait pas de place en centre de rétention, donc ils ont libéré cet étranger, faute de place en centre de rétention. On est placé en centre de rétention ou assigné à résidence. Il y a d'autres alternatives, effectivement. Il y a un nombre d'alternatives qui est d'ailleurs prévu par la directive retour. Bien sûr. Mais donc, première difficulté, on manque de place en centre de rétention. Bon, d'accord. Alors, on reviendra sur les centres de rétention. Deuxième difficulté, la mauvaise volonté des pays d'origine. Oui, ça aussi, je vais y revenir. Pourquoi il y a cette mauvaise volonté des pays d'origine? Et ça, je voudrais le verser au débat. Mais on va en parler de ça. Je voudrais le verser au débat. Oui, mais Patrick Stefanini, on va en parler. Il est 11h16, je fais un peu de pub. Ensuite, je voudrais qu'on ne mélange pas tout. Ne vous inquiétez pas, je vous parlerai des pays d'origine. Vous allez voir. Hier, je recevais Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, qui nous expliquait pourquoi l'Algérie était si réticente à reprendre ses citoyens expulsés de France. Nous allons parler, donc ne vous inquiétez pas. Mais avant, je parlerai des centres de rétention pour que tout soit bien structuré. Et des centres de rétention, c'est intéressant parce qu'il y en a, vous dites, pas assez en France. Vous dites, il y en a trop en France, vous n'en voulez plus de centres de rétention. Est-ce que ces centres de rétention sont indispensables? Moi, ça me rappelle les prisons. C'est-à-dire qu'en prison, tout le monde dit qu'il faut construire des prisons, mais personne n'en veut chez lui. Et le centre de rétention, c'est un peu pareil. Ben oui, Patrick Stefanini, c'est comme, vous savez, ça c'est comme les éoliennes. Tout le monde est pour les éoliennes, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Bon, il est 11h17, à tout de suite. Bien, nos invités, Vanessa Hedberg, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers, Patrick Stefanini, membre des Républicains, conseiller départemental des Yvelines, Andy Kerbrat, qui est député LFI de Loire-Atlantique, à propos de ses obligations de quitter le territoire français. N'allons pas entrer dans les chiffres, parce qu'ils sont un peu contradictoires. Bon, il y a plus aujourd'hui d'OQTF exécutés qu'il y en avait il y a 2 ans, mais on n'a pas les chiffres puisque le gouvernement ne les donne plus depuis 2 ans. Donc on n'a pas les chiffres. Donc on ne va pas donner de chiffres. C'est dommage. Oui, c'est dommage, oui. C'est dommage, moi. Mais je suis d'accord. Une des demandes aujourd'hui de l'opinion publique, c'est-à-dire de nos concitoyens, serait de savoir
Combien y a-t-il d'étrangers en situation irrégulière en France qui ont fait l'objet d'une OQTF et qui restent en France parce que cette OQTF n'a pas été exécutée? Ça, je pense que ça intéresse le débat public. Combien avons-nous d'étrangers en France sous OQTF? Ça, je pense que le débat gagnerait en transparence si le ministère de l'Intérieur répondait à cette question. On est d'accord. Moi, je suis plus sur les modalités de calcul. C'est ça que je veux connaître. Parce qu'avoir des chiffres bruts, moi, je suis juriste, je suis précise, je voudrais avoir les modalités de calcul des uns et des autres et comment est-ce qu'ils arrivent à ces chiffres-là. Bon, pour l'instant, on n'a pas ces chiffres, de toute façon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une inflation, en effet, des OQTF en France sur ces dernières années, parce qu'il y a une politique qui est impulsée vis-à-vis des préfectures pour qu'elles fassent du chiffre sur les OQTF. C'est pas pour qu'elle fasse du chiffre, c'est peut-être pour rétablir l'ordre public. Mais absolument pas. Moi, je pose la question. On a reconnu tout à l'heure que la plupart des OQTF n'étaient pas liés. Je voudrais réagir. Les préfectures ne font pas du chiffre. La réalité de notre pays, c'est que, vous le savez, attendez, la réalité de notre pays, c'est qu'une part très importante des demandeurs d'asile, plus de la moitié des demandeurs d'asile, sont déboutés. C'est-à-dire qu'ils n'obtiennent pas le statut de réfugié. Du coup, ils deviennent des étrangers en situation irrégulière. Et c'est le gonflement au fil des années du nombre des demandeurs d'asile déboutés qui fait grandir en France le chiffre des clandestins. Bien sûr. Monsieur Darmanin l'estime lui-même à 700 000 personnes. Dans mon livre sur l'immigration, j'avais dit entre 600 000 et 900 000. Donc il est d'accord avec vous. Gérald Darmanin est d'accord avec moi puisqu'il dit 700 000. Et donc, s'il y a une augmentation du nombre des OQTF, c'est parce qu'il y a une augmentation en France du nombre des étrangers en situation irrégulière. C'est pas du tout une question de préfecture qui veulent faire du chiffre. Non, mais... Les préfets, ils appliquent la loi et je voudrais à ce micro les défendre. Simplement, la population des étrangers en situation irrégulière, la population des clandestins, elle a augmenté en France depuis 10 ans. Voilà. Oui, c'est une réalité. Non, ce n'est pas une réalité. Ah bon? Non. On est sur des chiffres stables. Il y a moins d'étrangers. Non, on est sur des chiffres stables. Comment savez-vous? Vous avez vos chiffres. Vous avez vos chiffres. La question, et je vais reprendre, c'est pas mes mots, hein, les mots de M. Darmanin en commission des lois la semaine dernière. Bon. Il a dit qu'on crée du sans-papier dans ce pays. Parce qu'on crée des situations, en effet, et vous venez de le dire, hein, des situations où en fait on met des personnes qui pourraient être éligibles au droit d'asile en dehors du droit d'asile. J'en ai parlé tout à l'heure sur la situation particulière là, de ce poète, mais on en a plein et en réalité. Et on disait tout à l'heure que ces OQTF, pour la grande majorité, ne concernent pas des problèmes de délit ou de crime. Bon, mais moi je voudrais, très bien, vous l'avez dit, mais revenons à ces OQTF qui concernent des auteurs de crimes, ils sont en prison, de délits. Donc ils sont conduits en centre de rétention. Ils sont assignés à résidence. Il y a d'autres solutions, vous l'avez dit. Ils peuvent, ils sont dans l'obligation de déposer une somme d'argent importante. On les prive de passeport. Enfin, il y a 1000 façons. Il y a des alternatives. Bon. Mais je voudrais parler des centres de rétention. Aujourd'hui, combien de centres de rétention en France? Est-ce qu'on sait? J'ai pas les chiffres, moi. Il y a en 2020, il y avait en France 1916 places de rétention. En centre de rétention. Est-ce qu'il en faut plus? Oui. Non. Oui. Oui, non. Je vais essayer d'être très objective. Si le but du jeu, effectivement, c'est de les faire s'éloigner, oui, il en faut plus. Mais encore une fois, je considère, parce que je les défends au quotidien, qu'il y a nombre de personnes qui sont en centre de rétention et qui seraient éligibles à l'obtention d'un titre de séjour. Oui, bon. Mais il y en a qui doivent être en centre de rétention. Tout à fait. Mais là, vous avez orienté le sujet sur les OQTF de personnes qui ont commis un crime. Oui, donc là, un délit. Effectivement, un délit. Ou un délit, ou qui ont, ou bien qui ont purgé leur peine et qui ont finalement, à l'issue, étaient en centre de rétention. Je fais bien la distinction entre ceux qui ont commis un délit et les autres. On est bien d'accord. Ceux qui ont commis un délit se retrouvent en centre de rétention. Vous dites qu'il n'y en a pas suffisamment en France. Il y a 1900 places. 1900 places. Est-ce qu'il y a un projet en construction d'ailleurs à Nantes, dans votre circonscription? Non, pas sur une circonscription, je pense plutôt à côté, plus proche de l'aéroport. Et vous êtes contre? Je suis résolument contre, mais je suis allé visiter le centre de rétention de Vincennes. Déjà, il ne faut pas oublier qu'on est condamné par la CEDH sur nos conditions de traitement dans le centre de rétention. Européenne des droits de l'homme. On était avec la Cour européenne des droits de l'homme. On était avec tout à l'heure en commission des lois la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, parce que c'est un lieu de privation de liberté, qui a quand même dit que la détention était un paradis par rapport à la rétention en France. Donc on a des situations vraiment
le centre de rétention de Vincennes, je n'ai jamais vu ça. Non, mais vous donnez un exemple. Je donne cet exemple. Si on construit des centres de rétention neufs, on construira des centres de rétention humainement pour moi, c'est l'état de la indiscutable. prison. Quelqu'un qui a fait un crime, un délit en France, sa place, c'est passer dans les tribunaux et la prison. Et ensuite, l'éloignement. Peut-être décidé par le juge. Donc, si on ne construit pas des centres de rétention, on construit des prisons, quoi. Parce qu'on manque de place en prison. Vous savez que vous venez pour une déflation aussi sur la question du pénitentiaire et d'avoir moins de personnes en prison. Non, mais il faut aussi libérer un peu de place en prison. Je crois qu'il y a beaucoup de délits qui n'ont pas leur place et des personnes sur lesquelles on pourrait avoir d'autres peines. C'est un autre débat sur lequel je suis heureux d'intervenir. Je voudrais apporter quand même des éléments essentiels à nos auditeurs. Quelqu'un qui va en centre de rétention administrative, c'est parce que le préfet en a fait la demande. Qu'est-ce qui se passe? Il a 48 heures, le préfet a 48 heures pour saisir le juge de la liberté de la détention, pour effectivement confirmer ou pas le placement en détention. Le préfet peut ensuite obtenir 30 jours supplémentaires de rétention. Puis à l'issue de ces 30 jours, il peut encore obtenir 28 jours, puis 30 jours, puis 30 jours à nouveau, qui font au total 90 jours. On ne peut pas rester plus de 90 jours dans un centre de rétention administrative, et c'est la raison, selon moi, juriste, avocate, et qui fait cela au quotidien, pour laquelle les gens ne restent pas en centre de rétention administrative. Jean-Jacques Bourdin, moi, il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de ce débat. Je voudrais terminer sur les centres de rétention. Je suis sur les centres de rétention. De rétention. Une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à exécuter les OQTF, c'est l'extraordinaire complexité de notre procédure contentieuse. Et ce contentieux, il se poursuit en centre de rétention. Les étrangers, nous sommes dans un état de droit et nous pouvons en être fiers. Autrement dit, Maître Edberg, lorsqu'un étranger rentre en centre de rétention, c'est pas la fin de l'activité professionnelle de Maître Edberg. Elle continue à le défendre alors même qu'il est en centre de rétention. Oui, bien sûr. Même l'accélération. Oui, il a droit à une défense. Mais ce qui est moins normal, c'est les conséquences de la dualité de juridiction. Nous avons en France 2 ordres de juridiction, l'ordre administratif, donc les tribunaux administratifs, et l'ordre judiciaire. Et la complexité des procédures aujourd'hui dans notre pays a atteint un degré donc ça retarde qui fait que l'exécution, qui fait que les meilleurs juristes finissent eux-mêmes par y perdre leur latin. Et le gouvernement est saisi de propositions visant à simplifier le contentieux des étrangers. Je comprends. Et un des objectifs de M. Darmanin devrait être, d'ailleurs dans son interview du Figaro, il a dit qu'il le ferait, devrait être de s'emparer de ces propositions de simplification du contentieux. Elles ont été faites par exemple par le Conseil d'État, elles ont été faites par le sénateur Jean-Noël Buffet, qui est le président de la commission des lois du Sénat, et je suis convaincu que Maître Edberg sera d'accord avec moi pour dire que, sans revenir sur la dualité de juridiction, on peut quand même simplifier les procédures. Aujourd'hui, beaucoup d'OQTF échoue à être mis à exécution à cause de l'excessive complexité de notre droit. Pardon, je fais juste une petite remarque. Je suis heureux de développer ce débat sur les OQTF parce que j'ai tellement entendu de choses depuis le drame de la petite Lola sur les OQTF, tout et n'importe quoi, tout le monde pensant que les OQTF étaient exécutables tout de suite dans la seconde. Le 100%, c'est un propos de tribune. Le 100%, c'est impossible. C'est impossible. Mais on en a parlé tout à l'heure sur les centres de rétention administrative des personnes qui sont en présence. Il n'y a pas que des personnes ayant commis des délits en centre de rétention administrative. C'est ce qu'on a dit. Et c'est là où aussi, et là j'ai un désaccord avec vous sur l'augmentation du nombre de places. Parce que ça lie intégralement immigration et délinquance. Comme quoi... Mais ça existe aussi, la délinquance dans l'immigration. Non, mais qu'il y ait des immigrés délinquants, c'est évident. Évidemment. Mais attendez, là on parle d'une rétention dans des conditions que je considère que la CEDH considère et sur lesquelles on est condamné régulièrement inhumaines. Il faudrait peut-être plutôt prioriser, tant que les centres de rétention existent, je ne suis pas, on n'est pas aux manettes et donc on ne va pas les fermer encore. Mais vous les fermeriez peut-être. Vous les fermeriez. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que il faut rentrer dans un schéma de justice mais vous normale. Feriez quoi avec tout simplement avec l'étranger. Non, mais vous feriez quoi avec l'étranger? Tout simplement quelqu'un. L'étranger délinquant, je parle. Délit. Oui.
Mais vous êtes dans la contradiction la plus totale. Vous ne les mettez pas en centre de rétention, mais vous les mettez en prison. Il y a quelques années, le séjour irrégulier en France était encore un délit. À la suite de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, le séjour irrégulier en France n'est plus un délit. Donc, vous en déduisez qu'on doit plus s'intéresser aux étrangers clandestins et qu'on ne doit pas lutter contre l'immigration clandestine. Mais regardez, la personne qui est accusée aujourd'hui, elle bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence, mais la personne qui est accusée aujourd'hui de l'assassinat de la petite Lola, cette personne, lorsqu'elle a été placée sous OQTF, elle n'avait pas à ce moment-là commis de délit. C'était simplement, si j'ose dire, simplement, on verra. Les OQTF ne verra pas des personnes en situation irrégulière. C'est peut-être là où il faut voir. Je dis à ce micro qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine et qu'il faut éloigner du territoire les étrangers qui sont en situation irrégulière, même s'ils n'ont pas commis de délit. Ça, c'est un autre débat. Et que pour le faire, il faut les placer en centre de rétention. Bien, 11h31. 11h31, une pause et nous nous retrouvons. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Nous avons en ligne Julien Audoul. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Député du Rassemblement national. Julien Audoul, je voulais vous interroger sur le futur projet de loi immigration de Gérald Darmanin qui prévoit, c'est la principale mesure, c'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi, qui prévoit ceci: prononcer une OQTF dès le rejet d'une demande d'asile en première instance sans attendre un éventuel recours. C'est une bonne idée ? Non, mais ils nous font doucement rigoler au gouvernement. Tous les ans, à chaque fois qu'il y a un drame, à chaque fois qu'il y a un fait de société, ils nous proposent une réforme, ils nous proposent la réforme était proposée, avant le dernier drame. Là, Julien Audoul, vous ne pouvez pas faire ce raccourci trop rapide. Il y a juste les faits. Oui, les faits, je voulais rappeler. Les faits. Depuis 2017, que vous ayez M. Macron, que vous ayez M. Darmanin, à chaque fois, on nous promet que 100% des obligations de quitter le territoire français seront exécutées. Ce n'est pas le cas. Il y a entre 5 et 10% de ces OQTF. Vous avez des chiffres ? Oui, il y a des chiffres. Lesquels ? Nous avons les chiffres. Donc je vous dis 5 et 10%. D'où les chiffres, d'où Julien Audoul, depuis 2 ans, et on le déplore, et depuis 2 ans, laissez-moi finir, depuis 2 ans, on le déplore, le gouvernement ne donne plus de chiffres. Et c'est regrettable parce qu'après, chacun peut avancer ses propres chiffres. Non, mais il y a la question des chiffres qui sont une réalité. Oui, on ne va pas s'attarder sur les chiffres. Connaît, et surtout, il y a la question des drames. Voilà. Le nombre de drames qui sont causés par des étrangers en situation irrégulière qui n'auraient pas dû être présents sur notre territoire. Évidemment, le drame de la pauvre Lola, et puis dernièrement, cette femme qui a été violée par un Algérien qui avait reçu 2 OQTF à Marseille. Voilà. Encore une fois, c'est toutes les semaines que des Français sont attaqués, que des Français sont tués, que des Français sont violés, parce que l'État ne fait pas son travail. C'est ça la question. Mais donc, Julien Audoul, c'est justement à la lumière de ces drames, mais pas qu'à la lumière de ces drames, que j'ouvre le débat sur les OQTF. Justement, Julien Audoul. Justement. Donc, moi, je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin qui souhaite qu'une OQTF ne soit prononcée sans attendre, dès le rejet d'une demande d'asile en première instance, sans attendre un éventuel recours? Oui, mais en fait, ça va changer quoi réellement et concrètement? Mais il n'y aura pas de recours. Non, mais l'OQTF, c'est pas une suggestion, c'est pas une proposition qui est donnée. Non, mais l'OQTF, il faut qu'il y ait un policier ou des policiers qui aillent chercher l'individu, qui le mettent dans un avion et cette personne quitte le territoire national. Mais alors qu'ils le mettent dans un avion et pour le diriger où, Julien Audoul? Pour le diriger vers le pays d'origine de cette personne, et ça passe nécessairement et inévitablement par un rapport de force avec ces pays d'origine, et notamment et particulièrement avec l'Algérie, mais le gouvernement est dans une posture de soumission permanente. Il faut faire pression sur les visas qui sont octroyés, sur les visas, sur les transferts de fonds, sur la coopération internationale, pour exiger et obliger le gouvernement algérien de récupérer tous ces clandestins, et particulièrement les clandestins indésirables, c'est-à-dire les criminels
et les délinquants. C'est possible. Si on dit à l'Algérie demain, les 80 000 visas étudiants que l'on vous accorde chaque année, c'est terminé si vous ne reprenez pas vos clandestins, vous verrez qu'ils seront beaucoup plus dociles pour faire en sorte de récupérer ces OQTF. Bien, Julien Audoul, nous allons écouter Xavier Driancourt, qui était ambassadeur en Algérie, qui vient de quitter son poste, et qui était mon invité hier, et qui explique pourquoi l'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants. Ces mouvements migratoires, pour ces pays, c'est une sorte de variable d'ajustement démographique. La jeunesse représente 70-75% de la population. Il n'y a pas d'emploi pour ces jeunes. C'est une jeunesse un peu turbulente, dirons-nous. Et pour ces pays, voilà, les reprendre, c'est difficile. Parce qu'on ne parle pas de centaines de personnes, on parle de milliers de personnes. Voilà, pour ces pays, c'est difficile, d'autant plus que l'Algérie ne le dit pas ouvertement, mais pense, les responsables algériens, que c'est une jeunesse qui a été, entre guillemets, corrompue par le mode de vie occidental dans divers domaines. Et donc l'Algérie ne veut pas récupérer. Alors on fait quoi? Malgré toutes les pressions que... On fait quoi? Non, mais nous n'avons pas à vivre à l'heure algérienne, en fait. C'est-à-dire que l'Algérie ne veuille pas les récupérer, c'est son problème, mais que la France doivent d'une part les entretenir et d'autre part subir des nuisances et subir un certain nombre d'incivilités, voire de crimes, ça fait intolérable. Donc nous allons faire pression. Il faut que l'État reprenne tout simplement, je dirais, une posture responsable vis-à-vis de l'Algérie, de plus être dans la soumission. Il faut réformer, par exemple, les accords totalement délirants de décembre 1968, qui octroient à l'Algérie des conditions idéales, des conditions favorisées en matière de regroupement familial, en matière de présence sur le territoire, en matière d'ouverture de commerce. Pourquoi les Algériens sont favorisés, sont ultra favorisés, alors qu'en retour, on a un pouvoir algérien qui déteste la France, qui est dans une hostilité permanente et dont nous avons un certain nombre de problèmes avec ses ressortissants dans notre pays. Voilà, bien, donc il faut Julien Audoul, à des rapports normaux et ne plus être dans cette soumission permanente vis-à-vis d'Alger. Julien Audoul, on parlait d'ailleurs avec Xavier Driancourt de ces accords de 1968, mais je voudrais préciser quand même que le retour au pays, le retour dans le pays d'origine de ces OQTF ne concerne pas que l'Algérie. Il y a de très nombreux pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants, le Maroc par exemple, et tous les pays subsahariens de l'Afrique subsaharienne, le Mali par exemple, qui ne veut absolument pas reprendre ses ressortissants. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Patrick Stefanini? Je veux dire plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, le problème ne concerne pas que l'Algérie, il concerne beaucoup d'autres pays. Bien sûr. Et qu'une des raisons, on n'en parle pas assez, même si Julien Audoul y a fait une petite référence, une petite allusion, une des raisons pour lesquelles les pays d'origine ne veulent pas reprendre des clandestins, c'est que les clandestins qui vivent en France, la plupart d'entre eux travaillent et ensuite envoient des fonds. Le problème des transferts de fonds des migrants est un problème qui intéresse au plus haut point les pays d'origine. Est-ce que vous savez par exemple qu'au Maroc, les transferts de fonds effectués au profit du Maroc par les ressortissants marocains qui vivent en France en situation régulière ou irrégulière représentent 7% du PIB du Maroc? Il faut toujours avoir ça présent à l'esprit lorsqu'on examine la question de l'attitude des pays d'origine. Deuxième remarque, ça ne va pas être simple de renégocier les accords. Pour renégocier un accord, il faut être deux. Supposons par exemple qu'on dénonce l'accord avec l'Algérie. Parce qu'après tout, un État peut toujours dénoncer un accord international. Supposons qu'on dénonce qu'on dénonce notre accord avec l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie va revenir dans le droit commun du droit des étrangers, le droit commun de l'immigration. Mais vous croyez que ça rendra l'Algérie plus ouverte à nous délivrer des laissez-passer consulaires? La vérité, c'est que nous avons besoin de conduire vis-à-vis des pays d'origine une grande politique diplomatique. Si la France ne renoue pas avec une grande ambition, nous serons en permanence en but avec des difficultés du côté des pays d'origine. Alors c'est une réalité qui est très déplaisante, c'est très désagréable. On préférait être dans un monde où il suffirait de dire « yaka faucon ». Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Assez étonnamment, je vais être en accord avec M. Stefanini sur la politique diplomatique et la nécessaire retour d'une vraie diplomatie à la française. Vous avez parlé de De Gaulle. Nous, on parlait de cet espace de la francophonie qui était très important pendant la campagne présidentielle, de recréer ces liens de coopération
avec les pays francophones et de réparation aussi par rapport au passé. Cependant, là, on a eu le retour de la théorie du charter par M. Oudoul, qui aime bien tirer l'accord. Il est là, Julien Oudoul. Vous êtes là, Julien Oudoul. Qui tire l'accord de l'instrumentalisation comme il sait le faire. La théorie du charter, c'était la grande théorie Sarkozy de 2007. Ça n'a pas marché. On est sur un échec. Ça marchait beaucoup. On est sur un échec. Les taux d'exécution. Ça n'a pas marché. Attendez, pas ensemble. Vous ne pouvez pas dire ça. Le taux Attendez. Andy Kerbrat, je vais vous redonner la parole. Andy Kerbrat. En 2012, le taux d'exécution des mesures de reconduite à la frontière était de 40%. 40%. Aujourd'hui, il a beaucoup chuté. Alors, en partie à cause de la crise du Covid, Mais enfin, entre les 40% de 2012 et la situation de 2019 où le taux d'exécution était de 20%, il y a quand même de la marge de progression. On n'est pas sur les mêmes chiffres après. Andy Kerbrat, on va pas la même masse qu'en 2019. Andy Kerbrat, nous n'allons pas nous battre sur les chiffres. On n'en a pas. Les vrais chiffres, nous ne les avons pas. Si, ceux-là, c'est les vrais. Oui, ceux-là, ils sont anciens. Mais je vous parle des chiffres d'aujourd'hui. Bien, Andy Kerbrat. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc, en fait, il y a une grande politique. On a parlé là aussi des personnes qui font des fonds envers... vous avez pris l'exemple du Maroc. Ce n'est pas le Maroc lui-même qui capte tous les fonds. C'est principalement les familles de personnes qui reçoivent des fonds venant de travailleurs de ce pays. Nous, ensuite, on est pour, en effet, une régularisation plus massive des travailleurs étrangers sur notre territoire. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a un contrat de travail... Régularisation des travailleurs étrangers qui ne sont pas délinquants, on est d'accord? Bien sûr. Non, mais je vous pose la question quand même. On rentre dans l'état de droit. Si des personnes sont délinquantes, aux dernières nouvelles, c'est un travail qui est lié à la justice ensuite. On est d'accord. Enfin, je pense. J'avais quand même une question intéressante à poser. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, quand il y a que constitue une infraction pénale, le fait d'embaucher un sans-papier, mais que pour le régulariser, il faut produire 24 bulletins de paie? Est-ce que quelqu'un va enfin soulever ce point pour remédier à cette incohérence entre la législation et l'administration? Et que ça soit dans la main seulement de l'employeur de la demande. Madame, je voudrais vous répondre. En 2007, avec Brice Hortefeux et sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, nous avons modifié la loi pour permettre la régularisation des étrangers qui avaient une promesse d'embauche ou qui avaient un travail. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça... 24 bulletins de paie, exactement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi tenir compte de la conjoncture économique. Notre pays est confronté à une crise économique sans précédent. Pour l'instant, le chômage n'a pas encore explosé. Et aussi à une pénurie de travailleurs dans de nombreux domaines. Qui c'est qui s'occupe des médecins étrangers? C'est la raison pour laquelle nous avions prévu, pour ce qu'on appelle les métiers en tension, la possibilité d'une régularisation. Alors, Julien Oudoul, je reste attaché, en ce qui me concerne, à cette politique. Bien, Julien Oudoul est toujours avec nous. Je vais lui donner la parole juste après la pub parce qu'il faut... J'ai des règles. Il est 11h46, on les observe, la loi, notre loi ici. 11h46, un peu de pub et à tout de suite. Bien, avant de donner la parole à Julien Oudoul, je voudrais que nous écoutions le témoignage d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin et bonjour à toute votre équipe. Vous êtes à Boulogne-Billancourt. Racontez-nous ce qui arrive à votre maman. Alors, donc ma maman est en France, elle est arrivée en France depuis 2012. Elle était soignée, elle est soignée toujours à l'hôpital Saint-Joseph. Elle bénéficiait donc d'une carte de séjour vie privée, vie famille. Elle a un cancer, elle souffre d'un cancer. Oui, elle a un lymphome, elle est en rémission actuellement, elle a un lymphome. Donc elle était avec mon papa qui était aussi atteint d'un cancer qui est malheureusement décédé l'année dernière. Et nous avions l'habitude, donc, à l'expiration de la carte de séjour, faire la demande de renouvellement comme nous faisons tous les 3 ans. Et à notre surprise, là, au mois d'août, puisqu'on l'a emmené souffler un peu, au retour des vacances, nous avons reçu un recommandé dans lequel on l'invitait à quitter le territoire français dans les 1 mois. Voilà, donc elle devait quitter au plus tard le 13 septembre cette partie de France. Et donc là, elle est en situation irrégulière. Donc pour l'instant, elle a un titre de séjour qui est valable encore jusqu'au mois de novembre, mais après, il sera expiré. Elle va basculer donc en situation irrégulière du fait donc de la décision du préfet. Donc on était un peu consternés par la situation puisqu'on n'a rien compris. Je rappelle, ma maman a travaillé pendant sa maladie pendant 3 ans et demi en France. Elle a gardé les enfants, enfin elle a essayé de s'occuper, de contribuer aussi comme elle pouvait. Et elle a un petit dossier de retraite qui est en cours.
Et en fait, voilà, même si elle perçoit 40 € de retraite, mais bon, voilà, la CNAV lui a dit qu'elle avait ses droits, et nous, on ne comprend pas, en fait. Oui, je comprends que vous ne compreniez pas. Maître Edberg, juste un conseil. Que doit faire Evelyne? J'ai besoin de savoir comment le préfet a motivé cette OQTF. Quelle est la raison pour laquelle l'OQTF a été délivrée? Ah bon, dans l'OQTF, en fait, il stipule que ces soins, elles peuvent suivre ces soins dans son pays d'origine pour le Cameroun. Dans son pays d'origine. Voilà. Et c'est la réalité? Est-ce que sa pathologie peut effectivement... Vous venez d'où, madame? Du Cameroun, elle vient du Cameroun. Et si on peut lever le secret médical, votre maman souffre donc d'un cancer, c'est ça? Oui, elle souffre d'un lymphome. Et elle est suivie, elle a déjà sa convocation pour voir son médecin. Bon, écoutez, Maître Edberg, vous pouvez renseigner Evelyne? Alors, moi, c'est difficile de renseigner sans avoir une visibilité sur l'ensemble du dossier, mais je vous ai donné quand même quelques pistes. Effectivement, si votre maman souffre d'une pathologie, il va falloir faire la démonstration qu'au Cameroun, elle ne peut pas être soignée. Bon, alors vous voyez que, merci Evelyne, les OQTF donc, ont de multiples facettes. Julien Odoul, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ajouter à ce que nous disions tout à l'heure. On ne va pas sur le cas d'Evelyne, mais ce que nous disions tout à l'heure, Julien Odoul. Ce que je voulais dire et ajouter, c'est que la question des OQTF, comme la question de la lutte contre l'immigration clandestine, c'est une question de volonté politique. Alors peut-être que pour certains c'est Yaka Faucon, mais effectivement c'est assez simple. Soit l'immigration est un projet, et dans ce cas on laisse les frontières ouvertes, dans ce cas on laisse les individus qui constituent une menace pour la société sur notre sol, et on se contente d'envoyer des petits formulaires administratifs pour les statistiques et de dire regardez, on a envoyé des OQTF mais elles ne sont pas exécutées, soit véritablement en amont on arrête l'immigration avec un moratoire, on coupe les pompes aspirantes de l'immigration, parce qu'il y a cette question-là, évidemment, pourquoi notre pays est tellement attractif pour les migrants, pour les clandestins, parce qu'on leur offre tout, très clairement, en termes de prestations, en termes d'aide médicale d'État, en termes de soutien de collectivités ou associatifs, et ensuite, il faut que l'État se fasse respecter chez lui. Dès qu'un étranger commet le moindre délit, sa place est dans un avion. Bien, Julien Odoul. Des gens qui, encore une fois, nous méprisent et nous mettent en insécurité. Bien, Julien Odoul, simplement, les quotas, est-ce que vous êtes pour ou contre les quotas d'immigration? Moi, je suis pour le quota zéro d'immigration. Pas de quota d'immigration. C'est-à-dire qu'on ne fait entrer personne. Non mais on fait entrer personne, évidemment que concernant les étudiants, effectivement, et d'ailleurs Marine Le Pen dans son programme... Donc c'est un quota d'immigration. C'est un quota d'immigration, c'est pas un quota d'immigration, mais je veux dire, encore une fois, il y a des étrangers sur notre sol. On a besoin d'infirmières, de médecins, d'étudiants, on les fait entrer pour travailler. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais il faut déjà qu'il y ait la priorité nationale, c'est-à-dire que si des emplois ne sont pas pourvus, ne peuvent pas être pourvus par des Français parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre, on peut discuter effectivement métier par métier. Mais déjà, donc des quotas d'immigration, Julien Odoul, pardon. Non, c'est pas des quotas d'immigration, parce que je pense qu'on a beaucoup trop d'immigration, les Français d'ailleurs n'en peuvent plus depuis des années, et ils le disent. Études d'opinion après études d'opinion. Donc il faut mettre un terme à cette immigration massive qui est aujourd'hui une submersion, qui aujourd'hui pèse sur nos comptes sociaux. Patrick Stefanini, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi je suis favorable à une politique de quotas, notamment pour l'immigration de travail. Mais je voudrais ajouter un autre élément sur lequel peut-être M. Odoul pourra me rejoindre. Il faut que la question de l'immigration dans notre pays soit placée en tête de l'agenda politique du président de la République et du Premier ministre. Enfin, il y a d'autres sujets. Non, mais il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets, mais ce sujet-là est important. Jean-Jacques Bourdin, naturellement, mais le président de la République est allé en Algérie. Oui. Madame Borne y est allée il y a 15 jours avec 15 ou 16 ministres. Oui. Est-ce que la question de l'immigration
a été placé au centre des discussions. Officiellement, non. La réponse est non. Eh bien, je le regrette. Je pense que la France a un problème d'immigration avec les pays du Maghreb, pas seulement d'ailleurs avec l'Algérie, et que nous devrions, dans les mois qui viennent, faire de cette question une question clé de nos relations avec ces pays. Et je voudrais ajouter quelque chose. La seule décision concrète qui a été prise en matière d'immigration après le déplacement de M. Macron en Algérie, ça a été d'ouvrir 2 consulats supplémentaires pour l'Algérie en France. Eh bien, ça n'est pas ce qu'attendent les Françaises et les Français. Bien, conclusion. J'aurais quand même voulu rebondir sur ce qu'a dit Julien Audoul. Et Julien Audoul, effectivement, puisqu'il nous a indiqué que les clandestins pouvaient bénéficier de l'aide médicale d'État. Il faut savoir que nombre de clandestins, et je dirais que ça concerne 80% de mes clients, travaillent depuis longtemps et travaillent dans des domaines d'activité dans lesquels il y a des réelles pénuries, comme s'occuper de nos anciens, s'occuper de nos enfants, s'occuper de nos malades. Et il est très important de savoir que quand on gagne plus de 9 500 €, on ne perçoit pas l'aide médicale d'État. Mais on n'a pas non plus la sécurité sociale. Donc on se retrouve dans cette situation très précaire où on travaille, où on cotise, où on permet à certains de travailler et malheureusement... Est-ce logique, Julien Audoul? Non, mais c'est pas logique déjà que des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont entrés illégalement sur notre sol, puissent y être maintenus, puissent travailler et puissent bénéficier, excusez-moi, parce que j'entends ce que vous me dites, madame, mais très clairement, des clandestins sont mieux traités que des retraités français dans notre pays. Par exemple sont mieux traités que des étudiants français. Un exemple, s'il vous plaît, aussi. un exemple en termes de prestations sociales, en termes de... Donnez-moi un exemple précis, monsieur. Vous avez parlé de l'aide médicale d'État. En termes d'accompagnement. Vous savez, par exemple... Mais quel exemple? Alors, je vous donne un exemple pour l'apprentissage. Voilà. Un jeune en apprentissage, un jeune étranger, donc migrant, qui va dans un centre d'apprentissage, a plus d'avantages donc qu'un jeune français, c'est un fait. Voilà, moi j'ai eu des discussions. J'ai eu des discussions sur le sujet et j'ai... Mais quel avantage? Mais monsieur, par essence, s'il est dans un centre d'apprentissage, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il a eu un titre de séjour étudiant. Non, mais pas forcément. Bien sûr que si, monsieur. C'est obligatoire. Bien sûr que si, monsieur. Non, mais il y a une réalité quand même. On est face à des personnes qui travaillent, qui sont peut-être en situation, quelle qu'importe leur situation, qui contribuent au pays. On a parlé très rapidement tout à l'heure la question de savoir qui sont les travailleurs qui vont faire nos fameux Jeux Olympiques, qui est une vraie question. Moi, je vais quand même donner une idée de la philosophie politique. Mais depuis 1793, dans la Constitution, le droit d'asile est quelque chose qui est mis en avant, repris dans le préambule de 45. Je pense qu'il est tout à l'honneur de la France de régulariser les personnes qui aident et contribuent au pays. Nous ouvrirons le débat sur effectivement l'immigration de travail. C'est un vrai débat très intéressant. Merci Julien Audoul d'être venu nous voir. Merci à vous trois. Vous êtes sur Sud Radio. Vous réagissez 0826 300 300.